500 millions de dollars, 3 ans d'attente, le plus gros budget de l'histoire de Netflix, tout ça pour ça. On nous avait vendu l'apothéose télévisuelle de la décennie, le endgame des séries, mais on se retrouve avec la pire saison du show. C'est un naufrage technique et narratif sauvé in extremis par un épilogue qui réussit l'impossible, nous rappeler pourquoi on a aimé cette série avant qu'elle ne devienne n'importe quoi. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on s'attaque au monstre sacré qui s'est pris les pieds dans le tapis, la saison finale de Stranger Things. Le pitch vous le connaissez, Hawkins est coupé en deux par le séisme de la saison 4, le séisme, le monde à l'envers commence à s'infiltrer dans notre réalité et Vecna prépare son assaut final. Nos héros dispersés puis réunis doivent mener l'ultime bataille pour sauver non seulement leur ville, mais le monde tout entier. Sur le papier, c'était censé être Avengers version années 80, mais dans la réalité, c'est un brouillon mal dégrossi à mon sens. J'ai détesté 90% de cette saison, mais on va voir ensemble pourquoi les 10 derniers pourcents, à la toute fin, ont quand même réussi à me détacher un sourire et quelques larmes. Après tout ce temps, nous pouvons commencer. There's no time for us. There's no place for us. On commence à être paumé. On est bloqué ici. Et on n'en voit pas la fin. Mais on a peut-être une chance ce soir. Avant de sortir la sulfateuse, il faut comprendre le bourbier de la production. On parle d'un budget estimé entre 400 et 500 millions de dollars, c'est du délire absolu. Les frères Duffer avaient une pression monumentale, surpasser une saison 4 qui avait placé la barre très haut avec son fameux Running Up That Hill et la découverte de Vecna. Sauf qu'entre-temps, la production a un peu vécu l'enfer, grève des scénaristes, grève des acteurs et des enfants acteurs qui ont pris 3 ans dans la vue. Mais le pire, à mon sens, c'est la stratégie de Netflix. Ce découpage en volume, puis cette pièce de théâtre, à Londres, The First Shadow, devenu quasi obligatoire pour comprendre le lore, tout ça a fragmenté l'expérience à mon sens. On ne regarde plus une série, mais on consomme une espèce d'univers étendu, et le résultat, c'est un score public qui s'effondre pour cette saison, tombé vers les 63% du côté de Rotten Tomatoes, du jamais vu. Une fracture nette donc entre une presse indulgente et des fans qui, comme moi, se sentent un peu floués. Le premier problème majeur à mon sens, c'est la gestion catastrophique du casting. On est passé d'une bande de potes intimes à une armée mexicaine ingérable. Le cœur de Stranger Things, c'était l'alchimie entre Mike, Dustin, Lucas et Will. Ici, ils sont dilués, noyés dans une masse de personnages secondaires dont on se contrefout royalement. On passe un temps fou sur des intrigues périphériques qui cassent le rythme émotionnellement parlant. Je pense notamment à ce triangle amoureux à la con qu'on nous vend depuis des plombes entre Steve, Jonathan et Nancy. Et parlons aussi de l'éléphant dans la pièce, l'intrigue militaire. C'est quoi ce délire? On nous ramène Linda Hamilton, la légendaire Sarah Connor, pour lui faire jouer une caricature de général qui aboie des ordres. Cet arc ne sert tout simplement strictement à rien, c'est du pur remplissage qui doit justifier le budget action dans les colonnes comptables de la série. On voit des jeeps rouler, des bases exploser, mais il n'y a aucun enjeu humain. Si vous coupez toutes les scènes de l'armée, l'histoire ne change pas d'un iota. C'est du temps d'écran volé à l'intrigue principale et nos personnages principaux. On aurait préféré voir Jonathan et Nancy avoir une vraie conversation profonde plutôt que de voir des figurants tirer dans le vide pendant 20 minutes. Et encore, il paraît qu'on l'a eu cette conversation entre Jonathan et Nancy. Mais j'ai trouvé cette scène de rupture complètement anarchique et sans logique d'ailleurs. Sinon, narrativement, on touche le fond. Vous avez senti ce côté un peu brouillon? C'est normal, la série souffre à mon sens du syndrome Game of Thrones saison 8. C'est rushé sur l'émotion, mais interminable sur l'exposition. Déjà, il y a ce problème de paywall narratif. Si vous n'avez pas lu les wikis ou vu la pièce de théâtre The First Shadow, bonne chance pour comprendre certaines subtilités sur Henry Creel et la dimension X. C'est une erreur à mon sens de débutant. Une série doit se suffire à elle-même. Devoir faire ses devoirs pour comprendre la saison finale, c'est un manque
manque de respect aux spectateurs. Ensuite, on a les dialogues qui sont devenus lourds. On est dans le tell, don't show. Les personnages passent leur temps à expliquer la pseudo-science de l'upside down, des particules, etc. On s'ennuie, c'est bavard, alambiqué, tout ça pour masquer le fait que l'intrigue est, au fond, terriblement cliché et répétitive. On recycle les enjeux des saisons 4 sans laisser la fraîcheur de l'époque. Non mais puis en plus, avec un demi-milliard de dollars, on s'attendait à une claque visuelle, non? À du cinéma. Résultat, eh bien c'est souvent moche. Mais vraiment moche, hein. On est loin de l'esthétique léchée et colorée du Stark Courtnall dans la saison 3 par exemple. Ici, tout est gris, terne, sans doute pour cacher la misère des effets spéciaux. Les incrustations sur fond bleu sont flagrantes, les monstres manquent de texture, on a parfois même l'impression d'être devant une cinématique de jeu vidéo PS4 mal finie plus qu'autre chose. Pour la série phare de Netflix, c'est techniquement indigne, et côté casting... Ça me fait mal de le dire, mais Millie Bobby Brown est en roue libre. Eleven, qui était le pilier émotionnel, est devenu une caricature. Son jeu est monolithique, forcé, presque agaçant, il faut le dire. Elle passe la saison à tendre la main avec un regard constipé et à saigner du nez. Où est la nuance? Où est la fragilité? Heureusement, tout n'est pas acheté. D'autres acteurs font de bonnes performances, de bonnes factures. On a notamment Noah Schnapp, Will, c'est lui qui porte le poids dramatique de cette saison, notamment dans les scènes plus intimes, mais aussi dans des scènes grandioses, comme à la fin du premier acte, pouvant montrer qu'il y avait encore de l'émotion à aller chercher dans ce scénario. Mais bon, c'est vraiment trop peu, et encore une fois, Eleven... Millie Bobby Brown, non, il faut plus quoi. Et puis bon, au final, tout ça pour nous mener à quoi? Avec une confrontation finale avec Vecna qui est une douche froide absolue. Vecna, c'est le bogeyman ultime en saison 4. Il était terrifiant, intouchable. Ici, eh bien, il est expédié comme un vulgaire boss de fin de niveau, trop facile. Le combat manque de grandeur, de stratégie, d'inventivité aussi. Il n'y a aucune scène vraiment marquante. Rappelez-vous du solo de guitare d'Eddie. Rappelez-vous des feux d'artifice dans le centre commercial dans la saison 3. Mais non, ici on n'a pas tout ça, c'est plat, pas de frisson, pas de moment de bravoure. L'impression que les Duffer Brothers, au contraire, voulaient juste cocher la case du méchant mort pour passer à la suite. On sent pas le danger, on sent pas les sacrifices, c'est une fin fonctionnelle, pas une fin légendaire comme on aurait aimé, d'autant qu'on n'a pas eu de mort marquante. On a essayé de nous y faire croire 40 fois dans l'épisode final, mais il n'y en a pas, tout simplement. William, tu vas m'aider. Une dernière fois. Malgré tout ce que je viens de dire, eh bien, je peux pas finir cette vidéo en disant que j'ai tout détesté à 100%. Parce qu'après le désastre de la conclusion, de ces 12 heures de saison 5 horribles, eh bien, l'épilogue de 45 minutes a réussi à me toucher. Paradoxalement, à mon sens, la magie revient. Oui, c'est un peu trop long, hein. L'épisode fait 2 heures, l'épisode final. C'est parfois un peu niais, c'est très américain, c'est téléphoné, mais bordel, ça a marché sur moi. J'ai aimé ces adieux parce qu'on revient en fait à l'essence de Stranger Things, l'amitié des années 80. On prend le temps de voir les personnages apaisés, de voir Hawkins se reconstruire. Il y a cette dernière scène d'ailleurs magnifique où l'on voit Will regarder une nouvelle génération d'enfants partir à l'aventure. C'est méta, c'est symbolique, c'est la série qui nous dit eh ben voilà, c'est fini, l'enfance est passée, place au suivant. Et malgré donc ma rage devant les épisodes précédents, cette bienveillance m'accueillit. C'est le seul moment où j'ai retrouvé l'âme de la série, où j'ai oublié les CGI pourris et les monstres dégueulasses sans scénario. Bref, en résumé, cette saison 5 est objectivement mauvaise. C'est un blockbuster boursouflé, mal écrit, visuellement décevant, qui s'est écroulé sous ses propres ambitions. Si vous venez pour le frisson ou l'histoire, vous allez être assez dégoûté à mon sens. Si vous êtes resté pour les personnages, l'épilogue va probablement essayer de vous réconforter. C'est un atterrissage en catastrophe, l'avion est en feu, mais les passagers survivent en quelque sorte en se faisant un câlin sur le tarmac. On retiendra l'adieu, pas le voyage. Bref, vous êtes plutôt de la team c'était nul à chier ou de la team j'ai quand même pleuré à la fin. En tout cas, si cette critique vous a plu, ou si tu veux juste me contredire, lâche un petit like, abonne-toi et surtout commente. A très vite en tout cas pour une nouvelle critique, espérons-le un peu moins salée.